Connaissance. Recherche. Sciences. Des sciences mathématiques, Théorie. Physique. philosophie, Conférences. Archéologie. environnement, nature. Aujourd'hui, pour m'accompagner, j'ai à ma gauche Alain Bouet, que vous connaissez, puisqu'il est venu il y a peu pour nous parler des établissements thermaux de Lutèce. Et puis, à ma droite, Fabien Colleoni, qui donc est le jeune de service, cette fois-ci. Donc, Alain Bouet, je ne vous le représente pas. Vous vous rappelez qu'il est professeur à l'Université de Toulouse. Et Fabien Colleoni, lui, a passé une thèse il y a moins de 2 ans, voilà, 1 an et demi, sur les exploitations agricoles de la région d'Auch, dans le Gers. Mais Alain vous en dira peut-être plus tout à l'heure sur Fabien. Alors, avant de commencer ce cours qui est -1, si j'ose dire, je vous indique que la semaine prochaine, pour mon dernier cours, je prolongerai un peu les horaires. Il y aura peut-être une demi-heure ou 3/4 d'heure de plus, parce que je voudrais vous lire quelque chose. Donc, nous terminons aujourd'hui ce survol de la Gaule romaine, je dirais avant l'Antiquité tardive, dont nous parlerons la semaine prochaine avec Paul Van Ossel et quelqu'un d'autre, en nous fixant sur des problèmes qui sont des problèmes à la fois d'urbanisme, de monuments, bref, de ce qu'on a considéré pendant longtemps comme la Gaule classique. En effet, je reviens toujours à l'égo-histoire. Il y a une 40aine d'années, à quoi s'attachait-on ? On s'attachait à 2 choses. La première, c'était de montrer en quoi la Gaule romaine était le reflet de Rome. Les principaux enseignements se tenaient à l'intérieur de l'histoire romaine, donc c'en était une espèce d'appendice, c'est ce que j'ai connu. Il y avait l'histoire des institutions, donc les provinces, les civitates, les magistrats, les duumvirs, les quatuorvirs, les sévir augusto, etc., etc. Il y avait la description des villes, des monuments, des routes, un peu des campagnes, et ce qui avait donné l'essor à ces études, c'était le manuel qu'Albert Grenier, qui fut professeur ici, qui fut le successeur de Camille Jullian, avait consacré à, justement, l'archéologie gallo-romaine. Grenier s'était occupé également de créer Gallia, donc juste à la fin de la guerre, et les premières publications, les premiers suppléments de Gallia allaient tout à fait en ce sens, c'est-à-dire des villes comme Glanum ou de grands monuments comme ceux d'Orange ou d'ailleurs. Des villas comme celle de Montmorin. Ce fut la première publication, je crois, d'une exploitation rurale, entre guillemets, mais qui en fait était considérée comme un petit palais urbain à la campagne. Le successeur d'Albert Grenier, Paul-Marie Duval, qui fut aussi professeur ici, vous le savez, on lui doit une forte action durant laquelle il fut appuyé par le CNRS pour créer des domaines
peut-être pas de recherche, mais en tout cas de publication entièrement nouveaux. De recherche aussi, d'ailleurs, ne soyons pas injustes. C'est à cette époque-là qu'ont été lancées des études de matériel et qu'ont été créés des postes au CNRS pour recruter des chercheurs s'intéressant à la céramique, notamment au grand centre de sigillée gauloise qui était Montance, qui était la Grouve Zinc, qui était le Zoo, également les ateliers d'Argonne. Mais il faut bien dire que les grands domaines de prédilection du CNRS, c'était les corpus concernant les inscriptions, ceux concernant les mosaïques. Vous connaissez tous la grande série de Gallia, le corpus des mosaïques, qui a couvert la Gaule entière. Également a été créé le bureau d'architecture antique, ou plutôt toutes sortes de bureaux, 5 ou 6, qui ont essaimé dans la France entière et qui ont étudié et publié de grands monuments. Il y a eu également des corpus relevant de la sculpture, relevant de la numismatique, et on est resté donc d'une certaine manière dans quelque chose qui à la fois était nouveau en termes de publication, mais était très classique en termes, je dirais, de regard. Quant à l'université, soit elle enseignait l'histoire classique, dont, comme j'ai dit tout à l'heure, la Gaule faisait partie, sans guère plus que cela, ou bien elle étudiait l'histoire de l'art. Et le seul piquant, peut-être, que l'étude de la Gaule pouvait avoir à cette époque, c'était de mettre en relief quelques traits qui paraissaient originaux dans le domaine de la sculpture, par exemple, mais très peu dans le domaine de la mosaïque ou dans le domaine de la grande architecture. Donc il y avait cette espèce de jeu un tout petit peu ambigu et un peu artificiel. La Gaule, c'est Rome, mais en même temps, notre génie national avait réussi à garder un certain nombre de traits plus ou moins pittoresques. Et le plus frappant, c'était de constater qu'on décrivait une Gaule qui était pratiquement immobile, qui était assez figée. On distinguait bien un haut empire d'un bas empire. On savait qu'il y avait eu quelques événements auxquels on accordait d'ailleurs une importance beaucoup plus considérable qu'ils n'avaient eu, genre la révolte de 21 ou les guerres néroniennes, mais on allait guère au-delà. Une autre chose qui paraissait étonnante pour une génération qui s'était un petit peu frottée à la préhistoire et qui également voyait ce qui pouvait se passer en proto-histoire, c'était que ceux qui étudiaient le matériel l'étudiaient en quelque sorte pour lui-même, c'est-à-dire établissaient des typologies, établissaient des chronologies. La forme Dragendorf 29 est antérieure à la forme Dragendorf 37, mais on ne se demandait guère ce qu'on faisait de ces céramiques, pourquoi les formes avaient changé, comment le verre, les poteries, les amphores, bien d'autres choses, le métal, pouvaient s'insérer dans une sorte de connaissance beaucoup plus globale. Donc d'un côté, nous avions l'étude monumentale, on produisait à partir des fouilles essentiellement des plans, des relevés. De l'autre côté, vous aviez des études de matériel et les deux choses étaient rarement mises en corrélation. Alors, ma génération a commencé à poser d'autres questions. Ça ne vient pas du tout de notre propre intelligence ou notre génie, c'est du contact d'autres disciplines. Et
de l'évolution, de l'histoire elle-même. Le fait que nous ayons eu accès à des études anthropologiques, y compris ou à commencer par Triste Tropique, ou des livres de ce genre, le fait qu'il y ait eu le roi Gourand, avec sa nouvelle conception de la préhistoire, le fait que de jeunes proto-historiens, qui, parce qu'ils n'avaient pas de texte, et rappelez-vous ce que vous a dit par exemple ici Dominique Garcia ou Stéphane Verger, donc le fait que ces proto-historiens aient une autre vision et soient forcés de dépasser une information, puisqu'ils ne l'ont guère ou ne l'ont qu'à peine à partir des textes qui sont écrits par d'autres, tout cela nous a amené à poser quelques questions. La première question que nous nous sommes posée, c'est d'abord, pourquoi cette sélection ? Pourquoi, à l'intérieur d'une maison ou d'un monument, on étudie essentiellement le côté noble, le grand côté architectural ? Pourquoi est-ce qu'à l'intérieur du matériel, personne ne s'occupe des céramiques les plus communes, entre guillemets, les plus humbles, et ce qu'on appelait effectivement ultérieurement, ou déjà, la céramique commune. Pourquoi, dans les fouilles, n'accorde-t-on aucune attention aux minuscules fragments de peinture qui ornent les murs ? Et là, je salue Alix Barbet, qui, elle, a véritablement lancé l'étude des enduits peints en France, qui, en quelques 20 ou 30 ans, a pris l'ampleur que vous savez. Maintenant, on ramasse tout, on recolle, on restitue, on peut retracer les décors. C'était la première question. La deuxième question, c'est est-ce que ces études de matériel, qui tournent en quelque sorte autour d'elles-mêmes, ne pourraient pas servir à autre chose ? D'abord, à dater. Ça peut paraître étrange, mais il y a encore 40 ans, la stratigraphie était, dans l'archéologie classique gallo-romaine, pratiquement inconnue, non pratiquée. On suivait des murs, où on faisait de grands sondages, mais l'idée de la superposition, de la datation, eh bien, n'avait pas effleuré encore grand monde. Donc, est-ce qu'on ne pourrait pas essayer, comme les préhistoriens et comme les proto-historiens, de distinguer des états, de distinguer des évolutions ? D'autant que, si on réfléchit dans la vraie vie, est-ce que les choses évoluent seulement au gré des événements historiques ? Bien sûr que non. Nous avons tous l'expérience de ce qui se passe dans notre quartier ou dans les campagnes que nous fréquentons, et ce n'est pas parce qu'il y a un événement mondial ou national que notre maison va changer ou que tout notre environnement va être modifié. Il y a toutes sortes d'autres causes, des micro-causes, je dirais, y compris la volonté de chacun de refaire sa maison ou un changement de propriétaire. Il y a de grandes causes, comme celles qui sont reliées au climat. Lorsqu'on a vu les crues de Louvèze à Vaison-la-Romaine il y a une vingtaine d'années, on ne peut pas penser que les grandes évolutions qu'on a retrouvées sur le site de Saint-Romain-en-Galles, à côté de Vienne, ce rehaussement des sols de 2 mètres, ait pu être causé par autre chose qu'une énorme crue du Rhône, dont par ailleurs on a d'autres preuves. Donc changement de perspective. De même,
est-ce que cette uniformité de la Gaule, ça veut dire vraiment quelque chose? Déjà, on avait contesté le terme Gaule, je ne vais pas y revenir. Mais est-ce que, là encore, une aussi vaste superficie est homogène? Est-ce que les cités sont équivalentes entre elles? Est-ce que les développements économiques ne tiennent pas à la richesse des hommes et aux ressources des territoires? Est-ce que les modes de construction peuvent être aussi rapidement homogénéisés? Matériaux périssables, la brique, la pierre. Voilà donc, si vous voulez, un certain nombre des problèmes qui sont nés, ou plus exactement, la nécessité que d'autres disciplines nous ont imposé, ou nous ont invités en tout cas, à porter sur nos réalités. Il fallait un regard différent, il fallait un regard plus attentif aux nuances, éventuellement aux différences. Et puis, dans ces années 70-80, chez certains archéologues, est né le désir, là aussi ils étaient conduits par la nécessité, d'insérer leurs travaux dans une vision plus concrète, plus sociologique. D'abord parce qu'il a bien fallu quitter la tour d'ivoire. J'ai déjà évoqué plusieurs fois le problème de l'archéologie préventive, des grands travaux. Je n'y reviendrai pas, mais il fallait convaincre nos concitoyens de l'utilité de ce que nous faisions. Donc le discours théorique, le discours entre soi, entre spécialistes, c'était fini, ce devait être définitivement fini. Il fallait intéresser, il fallait insérer nos concitoyens à l'intérieur de leur passé et leur dire peut-être que c'était leur racine. Alors, comment faire? Comment faire? On s'est posé la question. Moi, j'ai eu une expérience qui était la suivante. En rentrant de l'école française de Rome, en étant à Aix, je me suis mis à fouiller une maison à Vaison-la-Romaine, dont on reparlera tout à l'heure. Et il s'est trouvé que le bureau d'architecture antique, dont j'ai parlé, cette structure donc créée par le CNRS, a mis à mes côtés un très jeune architecte. Et un très jeune architecte qui s'était engagé là, il n'y est pas resté longtemps d'ailleurs, ce n'était pas vraiment sa vocation, qui était lancé dans le mouvement, disons, de ceux qui construisaient des maisons, qui faisaient des projets, etc., et qui passaient un peu de temps au CNRS, faute d'avoir trouvé la boîte qui l'engagerait. Et il m'a dit, bon, c'est bien, vous voyez, on fouille. Alors on a fouillé en stratigraphie, vous avez 4 états de votre maison, bon, je vous fais les plans, bien sûr. Mais pourquoi on ne ferait pas comme dans les cabinets d'architectes? C'est-à-dire, on fait des dessins, on montre les toitures, on montre les murs, on fait, voilà, on essaye de faire revivre cette maison. C'est ce que nous avons fait. Et au CNRS, d'autres se sont mis peu à peu à s'y mettre. Des gens comme Gilbert Allier, comme Jean-Marie Gassin, et finalement comme Jean-Claude Golvin, qui est venu ici et qui vous a montré les restitutions qu'il faisait des villes. On en parlera peut-être tout à l'heure pour Vaison, mais aussi de quartiers, de maisons, de temples, etc., qui m'a fait, par exemple, pour un dernier volume dont je vais vous parler tout à l'heure, cette reconstitution du camp de la flotte construit à Fréjus aux alentours de 28 avant Jésus-Christ. Donc vous voyez, il s'agissait de montrer, de rendre concret. Cela a provoqué le scandale. Jean-Claude Golvin, directeur de recherche au CNRS, a été attaqué
vigoureusement par ses pairs et même par son patron de l'époque, qui a fait une communication dans un grand colloque qui était intitulé « Illusion d'optique ». Illusion d'optique. Ce n'est pas faux, d'une certaine manière. On sait très bien que toutes ces reconstitutions sont inexactes. C'est quoi? C'est de la suggestion. Il y a peut-être une petite partie qui est vraie, une énorme partie qui est fausse. Ne serait-ce que parce que lorsque l'on fouille les vestiges gallo-romains de n'importe quelle ville, qu'il s'agisse d'Orange, d'Amiens, de Lutèce, on n'a au mieux qu'un 50e ou qu'un 10e, dans les meilleurs cas, des vestiges. Donc le reste, il faut bien l'inventer. Mais on peut dire que la plupart des plans, eux-mêmes, sont en grande partie restitués. Alors pourquoi se fixer cette limite, sinon par une sorte de volonté d'académisme, ou plutôt de volonté de non-communication? Nous savons que c'est faux, nous disons c'est vrai que c'est faux. Mais ça vous donne un ordre de grandeur, ça vous aide à imaginer, ça vous aide à vous retrouver dans le passé. Ce n'est pas plus faux, après tout, qu'une vue de Paris il y a 30 ans. Si aujourd'hui on fait une vue, une reconstitution de Paris, on sait que l'année prochaine, elle ne sera plus vraie parce qu'il y aura eu des changements. Bon, c'est comme ça. Sur 3 siècles, bien sûr qu'il y en a davantage. Mais dans cette reconstitution un peu idéalisée, au moins, on peut se replacer. On peut se resituer. Et le troisième désir, c'était de peupler, c'est-à-dire de mettre des gens à l'intérieur de ce qui était des structures. Parce qu'après tout, quand on recherche, quand on trouve des sols, des murs, des éléments de décor, des ossements d'animaux, des graines, éventuellement des bouts de tissu, qu'est-ce qu'on cherche véritablement? On cherche des hommes. On cherche les hommes qui nous ont précédés, les hommes du passé. Donc, tous ces matériaux, il fallait essayer de les rendre plus familiers à nos concitoyens, de les montrer, de les peupler. Alors, je vais être très immodeste. Je veux vous lire les quelques pages, enfin plutôt quelques lignes, que j'ai consacrées dans ce livre qui vient de paraître, donc Le camp de la flotte d'Agrippa à Fréjus. Quelques lignes que j'ai consacrées avec la complicité de bien d'autres à une conclusion. Ce livre, il décrit des structures. C'est un camp romain de type classique, donc un grand rectangle avec des rues, des tentes, et puis les monuments habituels, l'endroit où les troupes se réunissaient, l'endroit où habitait le commandant, etc., etc. Donc on a décrit ça. On a bien sûr proposé des plans, proposé des superficies. Puis après, ce livre donne le matériel de manière relativement classique, c'est-à-dire les monnaies, tous les objets en métal, les armes, les outils, tout ce que vous voulez. Puis on a quelques centaines de pages sur le verre, la céramique dans toutes ses classes, depuis les céramiques importées d'Italie jusqu'à d'autres qui sont des céramiques beaucoup plus communes. Et ça fait des pages et des pages. Et pour aboutir à quoi? Eh bien, voilà peut-être qui permet de comprendre un peu ce que nous allons faire, même si ce que nous avons voulu faire, même si c'est tout imparfait.
c'est imparfait parce que ces fouilles sont anciennes et on n'avait pas à l'époque tous les moyens qu'on a pu développer depuis lors, dont nous avons parlé aussi abondamment ici, c'est-à-dire toutes les analyses de laboratoire avec les prélèvements de graines, de pollen, etc., etc. Mais ne serait-ce qu'une nouvelle approche des structures et du matériel, voilà ce qu'avec les moyens du bord, ça a pu donner. Donc il s'agit d'un camp. Un camp destiné à des marins, qui a été installé par Octave juste avant qu'il ne devienne Auguste, à côté de Forum Julie, à côté de Fréjus, qui était une création un petit peu antérieure. Et ce camp était destiné à surveiller la Méditerranée occidentale. Donc nous en avons le plan, en partie restitué, nous en avons les structures. Que faire du reste, du matériel? Commençons par l'aspect humain, c'est-à-dire par les indices de fréquentation ou de présence féminine dans le camp. Michel Feugère, qui était un de mes collaborateurs, a mis en évidence des attestations de ce monde féminin, épingles, boucles d'oreilles, miroirs, boîtes, pyxides, etc. Et même si les militaires sont censés savoir coudre, il est plus douteux qu'ils aient utilisé des quenouilles et des fuseaux. La trouvaille de quelques fragments de poupées renvoie évidemment à de très jeunes enfants. Rien de très étonnant, on sait que le problème des femmes de soldats, évoqué par de nombreux textes et attesté par les fouilles, amena Adrien, ou l'un de ses successeurs, à autoriser le mariage avec les concubines. Voilà qui conduit à nuancer l'idée du casernement fermé et qui invite plutôt à imaginer des rencontres, des liaisons, une progéniture. Le graphite sur sigillet italique Domitia nous donne-t-il le nom d'une de ses concubines? Les casernements n'abritent pas des misérables. Les logements comportent un ameublement classique, étagères, coffres, mais non dénués d'un certain niveau d'élaboration. Charnières, serrures, appliques de bonne qualité. Comme le suggère l'étude de Sally Cottam et de Jennifer Price, qui ont étudié le verre, certains vases en verre, de par leur décor raffiné, outre leur rôle fonctionnel, offrent une touche ornementale. Des statuettes relèvent peut-être aussi du même désir d'ornementation plus que du sentiment religieux. Quoique plus banal, les lampes, abondantes, dénotent un réel confort. Certains de ces marins savaient écrire et donc lire. En témoignent non seulement les graffitis, mais les encriers, stylets, spatules, boîtes à seau. Les soins du corps n'étaient pas négligés. Vases à parfum et à onguents, strigiles, brûle-parfum, qui représentent jusqu'à 5% de la seule céramique commune. L'alimentation a laissé de nombreuses traces, même si on regrette l'absence d'analyse pollinique et de celles portant sur les restes végétaux. Philippe Collumeau, un de mes étudiants à l'époque, a mis en lumière des préférences alimentaires bien caractérisées. On va retrouver ici Anne Bardot. Que la pêche et le ramassage des coquillages soient très actifs sur ce site maritime, hameçon, poids de filet, n'a rien de surprenant, mais par exemple, la prédilection pour les huîtres par rapport aux moules ou aux coques est un trait original pour la région. La place importante tenue par la viande de bœuf et de porc, prélevée sur des animaux de belle taille, la part relativement faible des moutons et des chèvres, on est à Fréjus, suppose un approvisionnement spécial, transport depuis l'Italie ou entente avec des éleveurs régionaux. Quoi qu'il en soit, la découpe typique des camps implique la présence de bouchers militaires spécialisés. Si l'on ignore le contenu des vases à conserve en céramique commune,
depuis lors, des analyses auraient pu nous permettre de le savoir, mais je vous ai dit à l'époque ça n'existait pas et surtout les rares spécialistes se faisaient payer des prix fous. Donc, si l'on ignore le contenu des vases à conserve en céramique commune, l'étude démontre que les chambrés possédaient des réserves de toutes sortes d'aliments solides et liquides. La relative rareté des amphores ne laisse place qu'à deux hypothèses, qui peuvent d'ailleurs se compléter. Soit le vin, qui représente les 3/4 de l'ensemble amphorique, le reste répartissant entre l'huile et les saumures, était stocké dans les magasins du camp, Auréa, et vendu aux militaires en petite quantité dans des cruches, soit une partie de l'approvisionnement régional était apportée dans des tonneaux, dont nous avons trouvé d'ailleurs un exemplaire, voire dans des outres. Là encore, la céramique commune est riche en récipients destinés à ces produits, de même qu'au puisage et aux réserves d'eau. C'est à elle aussi qu'il faut se référer pour ce qui concerne les modes de préparation et de cuisson. Des mortiers, des pots à feu, des marmites, des plats à cuire, des bouilloires, etc. Quant au service de table, même si les plats, les assiettes et les coupes sont loin d'être absents des répertoires des céramiques communes, on a relevé la part considérable de la terra sigillata italique et, dans une mesure plus faible, mais encore importante, des parois fines et du verre. Ces divers usages, cuisson, présentation, sont aussi illustrés par des formes de vaisselle métallique. Toutes ces constatations n'instruisent pas seulement sur la vie quotidienne au sein du camp, elles posent le problème des circuits d'approvisionnement. Martine Jonin, celle qui étudiait la sigillée, a mis en lumière l'écrasante prédominance des productions italiques, qu'on ne trouve nulle part ailleurs dans les fouilles de Gaulle, où les productions de la Gros-Zinc et d'autres ateliers méridionaux s'imposent rapidement. On ne saurait trouver meilleure formule que celle qui traduit son impression d'étudier les niveaux du 1er siècle de Pompéi. En ajoutant que les trouvailles de Villeneuve, donc ce site, offrent un répertoire de formes plus riche que celui de la ville campanienne. Il est également frappant de constater que le nombre des timbres, donc de signatures, recueillis sur une superficie aussi limitée équivaut au total des estampilles de toute la province de la Gallia Lugdunensis ou de l'Aquitaine. La collection de verre est également hors norme et importée. Toutes les lampes proviennent d'Italie. Donc c'est un peu comme les GI américains qui sont approvisionnés directement depuis la mère patrie. Il n'est pas jusqu'à la céramique commune qui n'offre son lot d'importations italiques, voire encore plus lointaines, comme certains poêlons de Méditerranée orientale, à l'instar des céramiques à glaçure plombifère d'Asie mineure. De même, si les amphores vinaires sont origines pour l'essentiel de Bétique, de Tarraconaise et de Narbonnaise, ne négligeons pas la part des productions égéennes. Michel Feugère évoque des indices de vie complètement italiens, traduits par des objets très exceptionnels en Gaule et parfois inconnus. Ces caractéristiques attestent une organisation structurée, des circuits rodés, des contrats passés, notamment avec des entreprises italiennes, pour la sigiller avec celle d'Athéus, éventuellement pour les transports, bref, l'ensemble des systèmes qu'on a étudiés en Angleterre grâce aux tablettes, par exemple, de Virolanda. On a éclairé les activités de ces marins, dont témoignent les objets en métal et en os, entretien et réparation des navires, travail du fer, du bronze, du plomb, de l'os, de la corne, du bois de cerf, des peaux, donc des activités multiples, comme en abritent et nécessitent les camps, souvent plus riches en vestiges de ces tâches que du volet proprement militaire, généralement avare de pièces d'armement et de machines liées à la guerre. On aimerait en savoir davantage sur l'origine de ces hommes. Certains produits, certains jeux viennent d'Orient. De la viande de cheval a été consommée, ce que ne ferait jamais un Romain. Un milieu plutôt oriental, selon la tradition navale, en tout cas cosmopolite. J'ai tenu à vous lire ces lignes parce que je crois qu'elles résument à peu près
ce qu'avec avec d'autres, nous avons voulu faire, c'est-à-dire quitter le théorique, rassembler des domaines et essayer d'en tirer quelque chose d'un peu socio-économique. Si on était prétentieux, on dirait anthropologique. Donc, je vais donner maintenant la parole à Alain Bouet, qui va traiter de ces aspects, disons, un peu sociologiques à partir de l'urbanisme et de l'architecture. Et ensuite, lui, ce sera plutôt le côté urbain. Et ensuite, avec Fabien, nous passerons aux campagnes.